Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, le SINAFEB, a lancé ce matin un appel à la mobilisation du personnel de l'éducation en vue de défendre leur carrière prise en otage depuis quelques années, selon le syndicat. C'était lors d'une conférence de presse. Vous en saurez plus dans ce journal. Faut-il abandonner les charges retenues contre les exilés politiques? Maître Gilbert Noël Ouédraogo le souhaite. Il l'a suggéré lors du dialogue politique qui s'est refermé hier. Des détails dans cette édition. L'Arabie Saoudite, soupçonnée de mauvais traitements sur des travailleurs domestiques kenyans. Cette année, 41 travailleurs kenyans sont décédés en Arabie Saoudite. Des chiffres que le secrétaire d'État en charge des affaires étrangères du Kenya estime élevés et injustifiés. Des précisions dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Le médiateur du Faso, Sanra Sérémé, a rendu sa démission aujourd'hui pour convenance personnelle. Cette décision intervient après 4 ans passés à la tête de l'institution. Sanra Sérémé a prêté serment le 27 octobre 2017 suite à sa nomination en Conseil des ministres du 27 septembre 2017. Étant à la tête de cette institution, Sanra Sérémé a géré plusieurs dossiers tels que le dossier de la communauté musulmane, le dossier du foncier litigieux de Polesgo et les dossiers des maires de Karanga, Sambla. Sera-t-elle nommée à la tête d'une autre institution? Aucune information ne filtre encore. Conformément à l'article 87 de la Constitution, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte aujourd'hui. Le budget de l'État gestion 2022 sera examiné au cours de cette session qui prendra fin probablement en fin décembre, soit 90 jours après. Ce sera l'occasion d'accueillir des volontaires de l'Assemblée nationale. Le dialogue politique entre la majorité et l'opposition a pris fin hier, aux environs de 20 heures, au palais de Kosiam. Au centre de ce dialogue, la sécurité, la réconciliation nationale et la révision du code électoral. Des détails de ce reportage avec Issa Omar Ati. Pour cette fois, la majorité présidentielle et l'opposition politique parlent pratiquement le même langage. Elles ont tour à tour abordé la question de la réconciliation nationale, l'épineuse question de sécurité et la révision à minima du code électoral. Les deux partis se sont accordés sur le fait que les maires seront désormais élus au suffrage universel direct. Sauf que la date de sa mise en œuvre divise les deux camps. Nous avons eu un consensus pour la désignation des exécutifs locaux, à savoir plus précisément la désignation des maires des communes du Burkina Faso au suffrage universel direct. Pour la désignation des présidents de conseils régionaux, nous nous sommes entendus sur la nécessité de maintenir le statu quo, à savoir qu'ils seront désignés comme cela est déjà fait actuellement. Il y a eu également un consensus sur le scrutin, un scrutin de liste pour l'élection des conseillers municipaux avec les mêmes circonscriptions électorales, à savoir le village, le secteur, comme les élections se déroulent actuellement. Le point non consensuel a porté sur la mise en œuvre de ces dispositions consensuelles. Pendant que la majorité souhaiterait que ces dispositions soient applicables dès ces élections à venir, l'opposition a souhaité que ces dispositions puissent être applicables à compter des élections, qu'elles puissent être actées et applicables à compter des élections à venir, à savoir les élections de mai 2027, afin de prendre le temps de mieux expliquer ce processus nouveau aux populations et de maintenir donc pour les élections à venir le statu quo. Si la question de la révision à minima du code électoral a occupé une place importante au cours de ce dialogue politique, la question de la réconciliation nationale a retenu toute l'attention des participants. Ils ont salué l'initiative entreprise par le président du Faso concernant le retour au bercail de l'ancien président Blaise Compaoré et de l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il y a un point essentiel qui, de notre point de vue, mérite d'être souligné.
C'est la volonté affichée du président du Faso de faire en sorte que ce forum convoque tous les concernés. Tous les concernés dans le sens que les Burkinabés ont besoin de réconciliation nationale. C'est une revendication de la population. Et le président du Faso s'est engagé pour que nous puissions réaliser dans notre pays une réconciliation nationale vraie. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que définitif, mais c'est seulement une réconciliation nationale vraie. Et pour ce faire, il va falloir que chacun de nous mette du sien. Et nous avons salué au cours de ce débat, au cours de ce dialogue, l'effort que le président du Faso lui-même a engagé pour faire en sorte que ce soit l'ancien président, le président Blaise Compaoré, que ce soit le premier ministre Isaac Zida, qu'un dialogue constructif soit mené de manière à pouvoir leur permettre de pouvoir rentrer. Je pense que c'est un point essentiel. Mais n'ont pas oublié les autres exilés aussi. Tout est mis en œuvre pour que personne ne soit oublié. Ça doit être un dialogue inclusif. La clôture de ce dialogue politique a été marquée par la présence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Il a tout d'abord salué l'esprit patriotique des participants à ce dialogue politique, avant de souligner qu'il veillera personnellement pour la mise en œuvre des points de consensus. Vous vous êtes penché sur des préoccupations essentielles de notre nation que sont la question sécuritaire et celle de la réconciliation nationale. En effet, nous ne pourrons apporter de réponses pertinentes à ces questions sans un consensus national, une mobilisation patriotique et un sens élevé du devoir et de l'intérêt national. Au cours de vos travaux, vous avez abordé avec grand intérêt des questions ayant trait à la relecture du code électoral. Et il me plaît de noter des points de consensus dont la mise en œuvre incombe au gouvernement. J'y veillerai particulièrement. Fini donc le dialogue politique, la balle est désormais dans le camp du gouvernement pour l'application des points consensuels. Au cours de ce dialogue politique, l'opposition a souhaité l'abandon des poursuites judiciaires contre les exilés politiques. Selon Maître Gilbert Noël Ouedraogo, co-président du dialogue politique, cela permettra de faciliter le retour de ces exilés. Il est toujours au micro de Issa Oumar Ati. Nous avons abordé la question de la réconciliation nationale. Sur le volet de la réconciliation nationale, le ministre d'État nous a fait le point d'étape par rapport à tout ce qui a été fait sur le terrain. Nous avons également là salué les efforts qui sont faits et nous avons pris l'engagement de travailler tous pour que cette réconciliation ait lieu sous de meilleurs auspices. Vous savez que le forum est prévu pour se dérouler en janvier 2022. Nous avons abordé le cas des exilés et nous avons posé des questions sur la démarche qui est celle qui sera entreprise. Et le gouvernement a précisé que sa démarche concerne donc le triptyque vérité, justice et réconciliation nationale. L'opposition a souhaité que dans le cadre de la recherche de l'apaisement, qu'on puisse avoir une suspension des dossiers en cours de sorte à ce que tout cela puisse être reversé dans le cadre du processus de réconciliation nationale. À cela, il a été répondu que ça se fera en fonction donc du triptyque qui a été indiqué. Mais n'en demeure pas moins que l'opposition a tenu à affirmer donc sa volonté de voir cela pris en compte et s'est inquiété de la concomitance entre la tenue des procès et le forum de réconciliation nationale. Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation, le SINAFEB, était hier face à la presse. Le syndicat était plutôt ce matin face à la presse. Il était question de lancer un rappel à la prise de conscience et à la mobilisation des personnels de l'éducation pour défendre leur carrière professionnelle. Suivez ce reportage avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Au cours de la rencontre avec la presse, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation a dénoncé la prise en otage de la carrière des enseignants. Pour le syndicat, la loi 0421 est illégalement mise en application. La loi est le monopole des dirigeants qui l'appliquent selon leur bon vouloir.
Signalons que seuls les agents intégrés et titularisés après leur stage probatoire à partir de 2016 sont régis par la loi 081. La non-application de la dite loi en ses dispositions essentielles et fondamentales a aussi engendré également le bouleversement des carrières des agents et récemment leur blocage avec l'application d'un statut particulier discriminatoire au niveau de l'éducation. Elle crée également un vide juridique pour les agents dont elle ne régit point et l'administration force à l'accepter comme tel. En outre, cette situation malheureuse a connu la complicité d'organisations syndicales avec le gouvernement. Pour quel intérêt personnel, nous saurons vous le dire. Force est de constater que les lois ne connaissent d'application immédiate au Burkina post-insurrectionnel que si elles génèrent des avantages pour les gouvernants qui les violent ou les torturent, même souvent pour s'octroyer des avantages ou porter atteinte à la liberté individuelle et syndicale. La loi est le monopole des dirigeants qui l'appliquent selon leur bon vouloir, n'en déplaise au vrai peuple. Le gouvernement, l'Union d'action syndicale et la Coordination nationale des syndicats de l'éducation sont tous responsables de cette situation. S'il est vrai que l'unité d'action syndicale, lors de la commémoration de la fête du travail du 1er mai 2021, a laissé entendre qu'elle n'a jamais été associée à l'élaboration de textes d'application de la loi 081, son silence et l'entente de certains de ses membres avec le gouvernement, pour ne pas parler de la destruction de nos carrières, sont inquiétants et nous avons le devoir et le droit de l'interpeller à ce sujet. Quant aux malfaiteurs associés de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation CNCE, qui sont les vrais bourreaux de nos carrières, ils se sont illustrés négativement à travers un protocole d'accord dans lequel ils se sont entendus avec le gouvernement pour ne pas parler de nos carrières. Point 21 du protocole d'accord. Ils auraient contribué à détruire nos carrières et nous avons le droit de saisir les juridictions compétentes conformément au texte en vigueur au moment indiqué, car ils ont commis un crime économique contre nos carrières. En conclusion, les leaders du SINAFEB ont martelé: nous n'allons plus continuer à laisser des individus qui n'ont pas d'autorité personnelle salir l'autorité fonctionnelle, donc l'autorité de l'État, sans faire recours aux juridictions compétentes. Le système Camalfa est convoité par de nombreux établissements scolaires. Par ce logiciel, ces écoles veulent permettre aux enfants d'apprendre grâce aux ordinateurs. Les concepteurs du logiciel l'ont présenté au personnel de l'ONG Compassion Internationale. C'était le lundi dernier à Ouagadougou en présence de Abdoulaye Kinda. Il a fallu une année d'échange et de démonstration pour convaincre l'ONG Compassion Internationale du bien fondé du système Camalfa. Camalfa, c'est le centre d'éducation et d'alphabétisation par ordinateur basé à Bobo Dioulasso. Ici à Ouagadougou, au siège de Compassion Internationale, ce n'est plus seulement l'affaire des techniciens, mais de tout le personnel qui a commencé à adopter le système Camalfa, sous le regard du président de la fondation Camalfa, Lassina Bamba. Nous sommes là pour l'offre Camalfa et nous finissons de belle manière avec justement une adhésion massive. Et donc nous irons de manière globale maintenant sur le travail de digitalisation des curricula chez Compassion. Il y a une telle fluidité dans le travail qui aboutit à une consécration aujourd'hui. La solution Camalfa est à la disposition de Compassion, une ONG leader. Et donc, nous voulons faire l'implantation de la solution Camalfa chez Compassion pour que ça puisse faire école. L'appropriation du système Camalfa est donc en marche à l'ONG Compassion Internationale. Un système qui entre en droite ligne de sa mission, qui est de libérer les enfants de la pauvreté à travers l'éducation, comme l'explique Dr Issaka Thiemtouré, directeur national de Compassion Internationale. Nous sommes maintenant convaincus que la solution
pourrait apporter donc des solutions aux difficultés que nous rencontrons. Donc la première étape va constituer à une phase pilote. Un certain nombre de partenaires vont être sélectionnés et nous allons appuyer ces partenaires-là dans les semaines et les mois donc à venir pour pouvoir commencer la mise en œuvre. Ça sera un nombre très réduit. Nous envisageons autour d'une dizaine ou une quinzaine de partenaires pour travailler avec les enfants. Et quand je dis 15 partenaires, chaque partenaire a au moins 250-300 enfants. Donc pour travailler avec ces partenaires-là, pour apprendre encore, parce que ce que nous avons discuté jusqu'à présent, c'est des témoignages, c'est l'expérience de certaines personnes, mais nous voulons avoir notre expérience personnelle en tant que Compassion Internationale dans notre approche pour voir comment ça marche. Et donc, après cette phase pilote, nous allons donc mener une évaluation de la phase pilote. Et si cette évaluation est concluante, donc nous envisagerons une mise à l'échelle avec l'ensemble de nos partenaires sur l'étendue du territoire. L'ONG Compassion Internationale, c'est plus de 1000 enfants scolarisés à travers tout le pays. L'entreprise Argile Santé a fait don de kits scolaires à des élèves et étudiants qui ont commercialisé ces produits pendant les vacances scolaires. C'est pour l'entreprise l'occasion de soutenir les parents et d'encourager les élèves. La cérémonie de remise a eu lieu dimanche dernier. Suivez le témoignage de Daouda Meogo. Pendant ces vacances, 22 élèves ont commercialisé et fait la promotion des produits de la société Argile Santé. Le PDG Oumarou Oubda leur exprime ici sa reconnaissance. Chacune des scolaires reçoit un sac de collier, des cahiers, des stylos pour aborder la nouvelle année scolaire. À l'image de Aïcha Guiman, étudiante en deuxième année géographie qui a, en plus des kits scolaires, reçu un ordinateur portable. L'ordinateur, c'est un projet depuis fort longtemps, mais je viens de le réaliser dans cette semaine même. Donc je suis fière, grâce à lui, je viens d'accueillir cet ordinateur. Je suis vraiment contente. Depuis l'année passée, moi je suis là. Si j'ai des cours, je pars suivre mes cours à l'université, mes TD, mes devoirs. Comme on connaît tous les réalités de l'université, dès que j'ai cours, je pars suivre mes cours. Mais si je n'ai pas cours, je suis là pour faire la vente ambulante. Donc je gagne mon pain quotidien dans ça. Mon carburant, tout ça sort dans ça. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je remercie vraiment le PDG. Pour la direction de la société Argile Santé, cette initiative a pour objectif d'encourager les élèves et soutenir les parents d'élèves. Nous sommes vraiment fiers et reconnaissants envers tous ces élèves-là qui ont ménagé aucun effort pour venir travailler avec nous. Nous ne pouvons qu'être fiers d'eux et les traduire notre reconnaissance. Et vous voyez que si on a fait cela, on pouvait donner autre chose. On pouvait donner des téléphones portables, on pouvait donner autre chose. Mais ça, il faut aider l'enfant dans un domaine qui va vraiment le porter fruit dans l'avenir. La société Argile Santé a invité les parents d'élèves à occuper sainement les enfants pendant les vacances. C'est en ruine que se trouve la maison des jeunes et de la culture de l'Arli, de l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Les jeunes et les locataires de la maison lancent un cri de cœur aux autorités. Ils plaident pour que les bâtiments soient réhabilités. Fatih Sankara nous en dit plus dans ce reportage. Toiture poreuse, plafond en état de dégradation avancée, enceinte transformée en dépotoir et en urinoir, sanitaire impraticable, plateau omnisport transformé en aire de séchage de farine, salle de spectacle, buvette et cafétéria close. C'est le spectacle qu'offre aujourd'hui la Maison des Jeunes et de la Culture de l'Arli. Cette Maison des Jeunes et de la Culture, inaugurée il y a une vingtaine d'années, est fermée depuis une année. Et pour cause, mauvaise gestion au grand désarroi des jeunes et des locataires. Boukari Tassambedo, communément appelé Dibango, a connu ses premiers succès grâce à cette maison des jeunes. Cette maison des jeunes m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et je peux dire que c'est grâce à cette maison des jeunes que moi, Dibango, artiste plasticien, qui a eu au confessionnel la mascotte de la Coupe d'Afrique, et actuellement en Europe, surtout à Barcelone, est devenu le supporter, le président des supporters de FC Barcelone. Cette maison de jeunes, surnommée Nava, actuellement tu deviens comme, on peut pas, c'est pas la poubelle, mais c'est la poubelle. Voilà, ça se voit, c'est la poubelle.
Et vous avez des Blancs, des Européens qui venaient ici. Même la compagnie Salia Seydou, le centre culturel, et Irène Tassambero, ils faisaient des trucs ici. Et c'était bien. Et à nos jours, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez, tous les portes sont fermées. À l'intérieur, ici au plateau, c'est la farine. Et on ne sait pas comment faire. La fermeture de cette maison des jeunes, qui porte le nom de l'Allée Naba Abgar, a engendré des conséquences sans précédent pour les jeunes qui gagnaient leur pitance quotidienne. Aujourd'hui, ces jeunes ne rêvent que de la réouverture de cette maison des jeunes. Ça nous arrange que le maire de l'arrondissement 2 et le maire central viennent à nos aides pour nous soutenir, pour réouvrir cette maison des jeunes. Parce qu'on ne les accuse pas. On sait que c'est vu à les actes, les actions n'étaient pas bonnes. Voilà pourquoi ils l'ont fermé. Mais nous, on crie haut et fort, monsieur le maire de l'arrondissement 2 et le maire central, venez nous aider. Vous voyez là, cette maison des jeunes qui pouvait prendre plus de 1000 personnes et on a un terrain de foot et tout, actuellement, ça a été fermé. Donc on ne peut pas crier beaucoup, mais on peut demander sans insulte. On n'incite pas le gouvernement, on n'incite pas personne. C'est une aide qu'on vous demande seulement. Aidez-nous à crier haut et fort et qu'on puisse ouvrir cette maison des jeunes. Parce que ça, c'est très important pour nous. C'est Naba Abra qu'ils ont fermé. Et l'Arlé Naba Abra là, ça a été un grand homme. Si vous voyez devant, il y a le monument de l'Arlé Naba Abra devant. Donc on doit honorer le l'Arlé Naba Abra. Les jeunes sont réorganisés et prêts à gérer cet espace culturel et sportif, selon Boukari Tassambedo dit Dibango. Les jeunes sont là, ils sont prêts. Les jeunes sont là, ils sont prêts, ils attendent. Bon, c'est qu'il faut chercher des gens dynamiques. Et cette maison des jeunes appartient à tout le monde. Appartient à tout le monde. Regardez une seule brique. Combien il faut une seule brique? Et ça a été fermé, ça a construit. C'est des millions qu'ils ont mis là-dessus. Et aujourd'hui, nous sommes devant, comme nous sommes dans un poubelle, comme je viens de le dire. Il y a des jeunes qui veulent travailler. Nous, on attend l'ouverture seulement. Nous sommes prêts. Bon, on demande les autorités d'écouter mon message. À l'instar de la Maison des Jeunes et de la Culture de l'Allée, elles sont nombreuses, les infrastructures publiques de Ouagadougou en souffrance actuellement. C'est le cas de certains jardins fermés depuis novembre 2018. Retour triomphal du Premier ministre de la Transition au Mali. De retour de New York où il participait à l'Assemblée générale de l'ONU, Choguel Kokala Maïga a été accueilli par des centaines de personnes à l'aéroport de Bamako. La population est venue en nombre manifester son soutien au discours prononcé par le Premier ministre lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Choguel Maïga y a dénoncé l'abandon en plein vol de la France concernant la reconfiguration de la force Barkhane pour justifier les pourparlers du pays avec l'entreprise russe Wagner. C'est au son des vuvuzela, des klaxons de moto que le convoi de Choguel Maïga a été accueilli. Le Mali assume. Courage à la transition où le peuple vous accompagne, pouvait-on lire sur les pancartes. En Arabie Saoudite, le nombre de morts des travailleurs kenyans depuis 2019 ne fait que croître. On apprend des autorités kenyanes que 89 de leurs ressortissants sont morts ces 2 dernières années en Arabie Saoudite. Il s'agit pour la plupart de travailleurs domestiques. Selon l'Arabie Saoudite, la plupart de ces travailleurs auraient succombé des crises cardiaques. Une allégation que le secrétaire d'État kényan aux affaires étrangères qualifie de douteuse. Selon le secrétaire d'État kényan, l'Arabie Saoudite doit prendre des mesures pour garantir leur sécurité. En attendant, il plaide pour que Nairobi suspende temporairement l'envoi de ces travailleurs domestiques à Riyad. Depuis 2015, le recours à ces travailleurs est encadré par une convention signée entre le Kenya et l'Arabie Saoudite. Il s'est tenu le dimanche dernier la 3e
il s'est tenu le dimanche dernier les 3e championnats nationaux du floorball, un sport peu connu au Burkina Faso. Le floorball est un sport collectif où 2 équipes de 5 joueurs et un gardien s'affrontent. L'objectif est de mettre la balle dans le but adverse à l'aide d'une crosse. Cette discipline sportive est méconnue au Burkina. Depuis le 8 juin 2011, il est de nouveau connu au Burkina. Ruben Wilson Kodjo a suivi les finales. Suivez le reportage. Au total, 21 clubs venus de 5 villes du Burkina Faso, à savoir Koudougou, Léo, Boussé, Zignaré et bien sûr Ouagadougou ont pris part à ces finales. C'était sur le plateau de volleyball de l'Institut des sciences du sport et du développement humain ISDH à Ouagadougou. En première finale des U17 filles, Escociam a battu Rinkieta par 2 tirs au but contre 0 après un score de 0 but partout au temps réglementaire. Dans la catégorie des U17 garçons, Rinkieta a dominé Kokad par 1 but à 0. Dans la catégorie senior dames, Ko de Komsilga a écrasé Zignaré par 7 buts à 1. Et en finale senior homme, Kokad est sacré champion de la saison après sa victoire au tir au but devant FC Zenda. Score final 1 but partout. Le président du comité national de floorball burkinabé nous parle de cette discipline. C'est une discipline naissante. Au Burkina, ça fait peut-être 3 ans maintenant qu'elle a pris de l'ampleur. N'eût été l'arrivée du Covid, peut-être qu'on serait à d'autres horizons. Mais c'est une discipline qui a plein d'avenir dans nos pays comme le Burkina Faso. Ces championnats nationaux ont démarré depuis le 22 mai dernier avec au total 31 clubs. Le président du comité national demande l'accompagnement de tous pour arriver à la création d'une fédération. On aspire à une fédération parce que ce n'est que ça qui peut nous permettre d'évoluer normalement dans le milieu sportif et sollicite l'accompagnement des autorités afin que cette discipline puisse prospérer au même titre que les autres disciplines parce que on ne sait pas où on va réussir. Donc, ce n'est pas toujours bon de laisser certains à la traîne et d'autres devant. Mamadou Ouattara, député à l'Assemblée nationale, est le parrain de ces championnats. Son représentant qui a assisté à ces finales est émerveillé par la qualité de jeu fournie par les différents acteurs. Je suis émerveillé parce que je viens de voir cette discipline sportive qui fait ses premiers pas au Burkina, c'est-à-dire le floorball. Je suis vraiment émerveillé. Le parrain m'a envoyé en me donnant un message. D'abord, il y a un message de félicitations à l'endroit des ligues qui se sont constituées pour promouvoir cette discipline. Ensuite, il encourage les équipes qui s'engagent dans cette discipline. Le parrain a donné toutes ses motivations en disant que il ne ménagera aucun effort pour continuer de soutenir cette discipline. Notons que le comité national de floorball a été mis en place en 2018 et 74 pays dans le monde pratiquent le floorball. Eh bien, c'est la fin de votre journal. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous en restant en compagnie des programmes de Savane TV.